Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voudrais prendre le temps de remercier l'équipe de Eramus Plus et les organisateurs de l'événement de m'avoir invité aujourd'hui à vous parler de l'éducation musicale comme une prévention des troubles d'apprentissage. Je les félicite pour la qualité de l'organisation de cet événement. Merci à vous également d'être présents aujourd'hui et de croire à l'importance de l'enseignement de la musique à l'école. Ce colloque international rejoint plusieurs de mes intérêts à la fois en enseignement et en recherche. D'une part, je m'intéresse à l'apprentissage de la musique et à ses effets bénéfiques dans le développement global de l'enfant. J'étudie également l'apport de la musique comme un outil de prévention, mais également comme un outil de remédiation auprès des enfants qui ont des troubles langagiers, dont les dyslexiques. Et finalement, je vise à ce que la musique occupe une place importante et primordiale à l'école et qu'elle soit enseignée de façon continue du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. Mon nom est Jonathan Bolduc et je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada en musique et apprentissage, directeur du laboratoire MusAlpha et professeur titulaire en éducation musicale à la Faculté de musique de l'Université Laval à Québec. Mes travaux de recherche sont financés par le Secrétariat des chaires de recherche du Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Voici une diapositive qui est très représentative des travaux que mon équipe et moi réalisons au quotidien. Au début de ma carrière, j'ai vite constaté que les enfants qui avaient de meilleures habiletés en musique avaient aussi, de façon générale, de meilleures habiletés langagières, notamment en conscience phonologique. Ce lien entre la musique et le langage m'a interpellé. J'ai par la suite réalisé une maîtrise en didactique du français, un doctorat en éducation musicale et 2 postdoctorats en musique et langage. Comme professeur-chercheur, au jour le jour, mes travaux visent à documenter quel est l'apport de l'éducation musicale dans le développement cognitif, langagier, social, affectif et moteur de l'enfant. Je m'intéresse à des populations d'âge préscolaire et scolaire. Nos travaux visent à ce que l'enseignement de la musique à l'école soit basé sur des données probantes et que nous ayons des preuves pour étayer ce que la musique apporte à l'enfant. Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez consulter le site web de mon laboratoire à l'adresse suivante www.muse-alpha.com. Vous allez retrouver des articles, des revues de littérature et plusieurs vidéos. Aujourd'hui, ma communication se divisera en 6 points principaux. D'abord, je vais vous présenter l'orientation de mes travaux, qui comporte à la fois une dimension de prévention, mais aussi une dimension de remédiation. À cela s'ajoutent les pratiques interdisciplinaires et la formation continue des professionnels de l'éducation en intervention musicale. Par la suite, je vous présenterai les 3 pôles des travaux de ma chaire de recherche. Mes travaux s'articulent à la fois autour de recherches descriptives, expérimentales et fondamentales. J'enchaînerai avec la présentation d'une recherche qui visait à examiner l'apport de l'éducation musicale et l'amélioration de la mémoire verbale chez les jeunes enfants. Par la suite, j'enchaînerai avec les résultats d'une nouvelle recherche qui concerne l'éducation musicale, les processus phonologiques et l'inhibition à la période préscolaire. Je formulerai ensuite quelques recommandations en ce qui concerne la musique et les apprentissages scolaires. Pour terminer, je vous présenterai différentes ressources pédagogiques que nous développons avec toute l'équipe de ma chaire afin de mieux étayer l'apport de la musique à l'école. L'orientation de mes travaux comporte 2 dimensions, l'une pédagogique et l'autre professionnelle. Les travaux que je réalise visent à documenter l'impact de l'apprentissage de la musique durant la petite enfance, 0-5 ans, et durant l'enfance auprès des enfants de 6 à 12 ans. J'étudie notamment les effets de la musique sur le développement des fonctions cognitives, des fonctions exécutives, l'émergence du langage, les habiletés en lecture-écriture et en mathématiques. En parallèle aux apprentissages cognitifs, mes travaux ont mis en exergue l'effet de l'apprentissage de la musique sur le développement des habiletés sociales et affectives. Entre autres, comment la musique peut-elle permettre à l'enfant de communiquer ses émotions, de résoudre des conflits, de coopérer et de participer à la vie d'un groupe. Bref,
Mon objectif est de promouvoir de façon complémentaire, de favoriser une meilleure réussite scolaire à court, moyen et long terme auprès d'enfants avec ou sans troubles d'apprentissage. En plus de cette dimension pédagogique, mon équipe et moi sommes activement engagés dans la formation continue des éducatrices et éducateurs, musiciennes éducatrices et musiciens éducateurs. Pour nous, les pratiques interdisciplinaires sont très importantes pour favoriser une pratique active de la musique. En ce sens, nous utilisons fréquemment l'approche Orff-Schullwerck. Dans cette approche, le rythme incarne l'élément primaire de la musique. Il constitue, avec les activités de langage et le mouvement, le point de départ de toute éducation musicale. La démarche d'apprentissage se base entre autres sur un processus en 5 étapes. Explorer, observer, imiter, expérimenter et créer. En appui à l'enseignement, Karl Orff et ses collaborateurs ont développé des instruments spécialement conçus pour la musique. Cet instrumentarium est inspiré entre autres des musiques africaines, indonésiennes, latines et européennes. Ils forment un ensemble indissociable de l'instrument principal, à savoir le corps humain. Les travaux de ma chaire de recherche du Canada s'articulent autour de 3 principaux pôles, à savoir les recherches descriptives, les recherches expérimentales et les recherches fondamentales. En ce qui concerne les recherches descriptives, plusieurs ont déjà été entreprises avec des collègues en éducation, en musique, en neuropsychologie, en psychologie et en sciences du langage. Des conseillers pédagogiques, des enseignants et des intervenants en musique ont aussi été impliqués dans ces projets. Ces recherches visent à étayer des cadres de référence théoriques et conceptuels pour examiner les corrélations entre l'éducation musicale et les habiletés langagières, les fonctions cognitives et exécutives, les habiletés socio-affectives et les habiletés motrices. Par ailleurs, des recherches expérimentales se déroulent, certaines sont terminées, pour valider les hypothèses des recherches descriptives, d'une part, et établir un lien causal entre les variables, d'autre part. La majorité de ces travaux se réalisent au sein de mon laboratoire ou en milieu éducatif et scolaire. Ces recherches apportent également une contribution intellectuelle sur le plan méthodologique, car encore peu de recherches intègrent des données musicales pour améliorer d'une façon probante les pratiques pédagogiques. Prochainement, les résultats obtenus dans certaines recherches expérimentales feront l'objet de recherches fondamentales, notamment par des procédures par imagerie par résonance magnétique. Ces travaux seront réalisés avec des collègues en neurosciences et en neuropsychologie. En 2010, mon équipe et moi avons réalisé une recherche d'envergure, une première auprès d'enfants francophones canadiens. L'objectif était de mesurer l'impact de 4 conditions d'apprentissage, musique, langage, musique-langage, écoute passive, sur le développement des habiletés musicales, phonologiques et mnésiques de 100 enfants de 4 et 5 ans. Après avoir analysé les pratiques pédagogiques des enseignants, chaque enfant a été attribué de façon aléatoire à l'une des 4 conditions. Les enfants des conditions musique, langage, musique-langage ont participé à des interventions ciblées de 40 minutes par semaine sur une période de 10 semaines. Par exemple, les enfants de la condition musique apprenaient des comptines à l'aide d'activités visant la reconnaissance de la hauteur des sons, des rythmes, de l'intensité sonore et du thème musical. Les enfants de la condition langage apprenaient les comptines à l'aide d'activités de conscience phonologique. La condition musique-langage combinait à la fois des activités musicales et des activités langagières. Les enfants de la condition écoute passive écoutaient, lors de périodes de jeu libre, les comptines à répétition. Je vous propose une courte vidéo qui vous permet de vous présenter en images cette recherche.
De plus en plus d'études à travers le monde démontrent que la musique peut améliorer les capacités cognitives des enfants, en particulier leur attention et leur mémoire. L'apprentissage de la musique pourrait-il favoriser la réussite scolaire des élèves dès le début du primaire? Un professeur de l'Université d'Ottawa a examiné cette question. Ils ont 5 ans et déjà, ils fréquentent régulièrement l'université. Des premiers pas qui pourraient avoir un impact sur le reste de leur vie. Où es-tu? Où es-tu? Je suis ici. Malgré les apparences, ceci est un cours tout ce qu'il y a de plus sérieux. Nous sommes à l'Université d'Ottawa, au laboratoire Musique Alpha. Ici, on étudie l'impact de l'apprentissage de la musique sur la réussite scolaire. Je vous souhaite bon appétit. Qu'est-ce qu'on dit? Wow, super! Pour nous, en fait, l'hypothèse, c'est que si on met en action un programme de musique jumelé à un programme de conscience phonologique, donc d'amener les enfants à reconnaître les syllabes, les rimes et les phonèmes, on présuppose en fait qu'une action combinée pourrait aider davantage les enfants à s'initier à la lecture dès l'entrée à la maternelle et au jardin d'enfants 5 ans. Je vais jouer 2 sons, puis tu vas me dire s'ils sont pareils ou différents. Écoute bien. Est-ce que c'est pareil ou pas pareil, Chloé? Pareil. Pareil. Qu'est-ce que t'en penses, Yusra? C'est pareil? Pareil. C'est pareil. Écoute bien. Jonathan Bolduc est directeur du laboratoire et spécialiste en éducation musicale. Yusra. Le but de sa recherche est de savoir si la musique favoriserait l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les jeunes enfants. C'est l'une des premières grandes études de ce genre au Canada, en milieu francophone. C'est pas pareil. Les enfants ont été divisés en groupes. Certains vont apprendre les comptines avec musique, d'autres sans musique. À la fin de l'étude, on comparera les groupes pour déterminer lequel aura fait le plus de progrès dans le développement des capacités d'écriture et de lecture. Voici le groupe 1, le groupe musique. Les enfants vont apprendre les comptines par l'entremise d'un programme musical. Et soudain, comme par magie, son lénage se réduit. Dans la comptine, on a mis des mots qui existent et des mots qui n'existent pas. Après, Le groupe 2, c'est le groupe langage. Les enfants apprennent les comptines sans musique. Une orthophoniste les aide à décortiquer les mots et à jouer avec les syllabes. est-ce que Reddy, ça rime avec Sapi? Oui! Bravo! On se prépare. Postichon le mouton, sapi. Le groupe 3, c'est le groupe musique-langage. L'apprentissage des comptines réunit le programme musical et l'intervention de l'orthophoniste. Alors nous, maintenant, on va jouer à couper les mots en syllabes, comme la dernière fois. Dans le mot magie, la première syllabe, c'est... Et la deuxième, c'est... Le groupe 4, c'est le groupe contrôle. Les enfants écoutent les comptines durant des activités libres, sans intervention de spécialistes. Ce qui semble un jeu d'enfant est le fruit d'un travail d'équipe où rien n'a été laissé au hasard. Chaque mot est pesé, pensé et placé avec soin. Pascal Lefebvre a écrit les paroles des 10 comptines utilisées dans la recherche. C'est un spécialiste du langage. Il est professeur d'orthophonie à l'Université d'Ottawa. On voulait des mots longs avec plusieurs syllabes. On voulait aussi des petits mots courts qu'on pouvait coller ensemble pour fusionner des syllabes ensemble. On voulait aussi des mots qui commencent par le même son, par exemple, ou des mots qui riment. Donc, c'est vraiment de mettre des mots qui permettent aux enfants de réfléchir sur la structure des sons, les structures sonores des mots. L'autre rime, ce sont les mots qui terminent par I. Et on a mis magie, sapi. Magie. C'est justement entre 4 et 6 ans que les enfants développent la capacité de comparer et d'analyser la structure sonore des mots. Entre 4 et 6 ans, c'est là qu'il faut intervenir parce que c'est
c'est là que doit se dérouler la prévention des difficultés. Donc, prévention voudrait dire éviter qu'il y ait des difficultés qui s'installent. Donc, tout semble se jouer déjà lors des premières années du primaire à l'école. 10 semaines ont passé. Les séances ont été filmées et analysées. C'est maintenant le moment que les chercheurs attendaient avec impatience. Chaque enfant va être à nouveau soumis au même test d'évaluation. Super, Charlotte, on a terminé cette tâche-là. T'as très bien travaillé. Bravo. Tu voudrais qu'on recommence? Puis, on va comparer la progression de chaque groupe. Est-ce qu'un groupe va se démarquer? Lequel aura fait le plus de progrès? Le groupe musique? Le groupe langage? Le groupe musique-langage? Ce qui ressort, c'est que le groupe musique et le groupe musique-langage ont connu des progrès qui étaient substantiels. En fait, la grandeur de l'effet d'amélioration était pratiquement le double chez ces groupes-là. Donc, c'est une avancée qui est assez intéressante sur le point de vue de la recherche. Ce qui veut dire que la musique pourrait agir en fait comme un élément catalyseur dans le développement du langage chez l'enfant et justement promouvoir l'apprentissage. Super, un vrai champion! Voici ce que disent les données. Les colonnes, tout au même niveau, représentent le résultat des tests pour chacun des groupes avant les 10 semaines d'entraînement. Maintenant, voici les résultats de chaque groupe 10 semaines plus tard. Les groupes qui ont reçu une formation musicale ont fait plus de progrès que les autres. Le groupe musique, celui qui a reçu uniquement la formation musicale, se démarque particulièrement. En quelques mots, voici ce que cette recherche nous révèle. Les participants aux conditions musique, langage et musique-langage ont connu une amélioration statistiquement significative à l'épreuve de conscience phonologique au post-test. Les participants aux conditions musique, musique-langage et passive ont connu une amélioration significative au plan statistique aux tâches mélodiques et rythmiques lors du post-test. Seules les conditions musique et musique-langage ont connu une amélioration statistiquement significative à la tâche de mémoire auditive verbale au post-test. Les résultats des participants à la condition musique étaient supérieurs à ceux de la condition musique-langage. Vous allez pouvoir retrouver les résultats de cette recherche publiés dans la revue Creative Education. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, une recherche, hautement contrôlée, a été réalisée dans le but de comparer l'effet d'un programme d'éducation musicale à celui d'un programme de motricité sur le développement des habiletés cognitives, langagières, motrices et socio-affectives de 169 enfants de 5 et 6 ans. Pendant 19 semaines, 51 enfants, assignés au hasard à cette condition, ont participé à un programme d'éducation musicale à raison de 40 minutes hebdomadairement. Au cours de la même période, 52 enfants, toujours assignés de façon aléatoire, ont participé à un programme de motricité de 40 minutes par semaine. Les autres enfants ont été attribués à la condition contrôle sans traitement. Les deux conditions expérimentales, soit la condition musicale et la condition motricité, ont été animés par la même intervenante, formée et encadrée par l'équipe de recherche. Les données de cette recherche sont toujours en traitement, ce qui ne me permet pas de vous offrir une description complète. Par contre, je peux vous dire, selon l'analyse, que les participants à la condition musique ont connu une amélioration statistiquement significative aux tâches d'inhibition, une fonction exécutive très importante. Les participants à la condition motricité ont connu une amélioration, mais qui n'est pas significative au plan statistique, à l'épreuve de motricité globale et fine. J'aimerais maintenant vous exposer 4 recommandations qui concernent l'éducation musicale. Dans un premier temps, selon moi, il est important de varier les stratégies éducatives à la petite enfance en intégrant l'éducation musicale.
L'enfant doit apprendre en réalisant des activités qui sont adaptées à son âge. Il doit être actif dans son apprentissage et la musique lui permet de le faire, en réalisant des activités qui concernent à la fois le rythme, l'écoute, les chansons et les comptines. Il faut de plus éveiller les enfants aux éléments clés de la musique. La hauteur, la durée, l'intensité, le timbre et la forme musicale. Ces éléments, dès la période préscolaire, permettent à l'enfant de discriminer la hauteur des sons, de découvrir des rythmes, travailler le volume sonore et le son des instruments. Tous ces éléments sont à la base d'une éducation musicale plus formelle qui se déroulera au primaire. Il faut aussi offrir une éducation musicale de qualité dès l'entrée à la maternelle en sensibilisant les éducateurs et les enseignants à l'apport de l'éducation musicale chez les enfants. Tous les enseignants sont d'accord pour dire que le français et les mathématiques contribuent au développement des connaissances et de l'intelligence au cours de l'enfance. Mais qu'en est-il de la musique? Trop souvent, cette discipline est mise de côté. On oublie ses vertus et ce qu'elle apporte à l'enfant. Il est bien important de les documenter et, à l'aide de données probantes, démontrer aux enseignants que la musique fait une différence dans la vie des enfants. Enfin, il faut militer pour une éducation musicale continue tout au long du cycle primaire. Il faut éviter les brisures. La musique devrait être enseignée de la période préscolaire jusqu'à la fin du secondaire, idéalement. C'est de cette façon que nous formerons des passeurs culturels. Au quotidien, mon travail en recherche vise à améliorer les pratiques éducatives. Dans ce cadre, nous avons réalisé différentes ressources éducatives et pédagogiques. Une de ces ressources se nomme « Des comptines pour mes routines ». Elle est destinée aux enseignants qui travaillent avec des enfants de 3 à 6 ans. Elle vise notamment, dans votre contexte de classe, à développer le concept de routine en améliorant aussi les habiletés rythmiques et les habiletés de conscience phonologique. La seconde ressource, nommée Musique à raconter, présente 10 histoires sonorisées pour des enfants de 4 à 8 ans. Elle travaille la planification, l'inhibition, le langage et la mémoire auditive de vos élèves. Chaque ressource est en vente au coût de 20 €. Vous pouvez vous procurer les 2 ressources pour 35 €. Vous voyez, au bas de cette page, l'endroit où vous pouvez acheter ces ressources. Les paiements se font soit par PayPal ou par carte de crédit. La livraison se fait par la poste. En terminant, je tiens de nouveau à remercier l'équipe Eramus+ et les organisateurs pour leur invitation. Je prends aussi ce moment pour vous remercier de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site web de mon laboratoire à l'adresse suivante www.muse-alpha.com. Vous pouvez également m'envoyer un courriel à l'adresse suivante jonathan.bolduc@mus.ulaval.ca.